Bonsoir à tous. Désolée pour ces petits retards, petits soucis techniques. On n'incriminera personne, mais on pense quand même beaucoup que ça vient du professeur Flippo. Tout à fait. Je confirme. Donc, merci au professeur Flippo d'avoir réussi à nous rejoindre et au docteur Chaboch d'être avec nous. Ce soir, une édition un peu spéciale puisque vous aurez donc deux parties. Une première partie autour du coronavirus et une seconde partie, comme prévu initialement. Et dans cette période de confinement, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle autour de l'auto-hypnose avec monsieur Chaboch. Donc, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Donc, sans plus attendre, la première partie. Donc, comme je vous le disais, ce soir, le professeur René-Marc Flippo, professeur de rhumatologie au CHRU de Lille et secrétaire général de la Société française de rhumatologie. Et comme à notre habitude, Ludivine est avec moi en back-office pour gérer les urgences. Et donc, nous allons commencer en vérifiant au niveau du chat que tout va bien. Je vois que tout le monde a l'habitude et fait son petit bonsoir coutumier. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fonctionne. J'en profite juste pour vous rappeler que le MOOC étant de nouveau disponible depuis lundi, profitez du confinement et faites le MOOC tutoré qui sera disponible jusqu'au 11 mai. Occupez vos journées pour devenir encore plus expert de votre maladie. Voilà, après, évidemment, pourquoi adhérer à Landar? Mais je vais aller très très vite parce qu'on a déjà un bon quart d'heure de retard. Donc, adhérer à Landar, c'est essentiel, vous le savez. C'est important de rejoindre la communauté parce que c'est aussi ensuite la communauté qui a plus de poids pour faire le nécessaire pour défendre vos droits et vous accompagner correctement. Donc, René-Marc, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'honneur de faire une première partie. J'en suis ravi. Ça te rappelle tes jeunes années? Oui, mais elles ne sont pas si loin. Voilà, donc comme effectivement la connexion a été un petit peu longue à établir, avec Sonia, on a sélectionné les questions, je pense, un petit peu type, et on va les dérouler tous ensemble. Donc, pour commencer, évidemment, y a-t-il un risque plus important d'être touché par le coronavirus au cours de la polyarthrite rhumatoïde? Donc ça, c'est la première question. Pour le moment, vous n'oubliez pas que nous n'avons que très peu d'informations scientifiques issues notamment de ceux qui ont un petit peu d'avance sur nous, ce sont les Chinois. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun argument scientifique pour penser que si on a de la polyarthrite, on fera plus le Covid-19 que les autres. N'oubliez pas que cette infection, comme toutes les infections virales, on estime que 70-80% de la population va l'attraper. Donc, beaucoup d'entre nous, d'entre vous l'ont déjà fait, le feront, certains ne le feront pas. Pour le moment, il n'y a pas de raison de penser que vous le ferez plus souvent que les autres. Après, la deuxième question, c'était, d'accord, on va faire le Covid-19 comme tout le monde. La question, c'est comme j'ai de la polyarthrite et des traitements, avec une immunité qui n'est pas tout à fait parfaite, est-ce que je suis à risque de faire des formes graves avec effectivement ces tableaux de détresse respiratoire aiguë? Eh bien, pour le moment, la réponse est non. Alors, quand je dis non, nous n'avons aucun élément aujourd'hui qui met en avant la population des maladies auto-immunes comme faisant beaucoup plus souvent des formes sévères. Alors, ça peut vous paraître paradoxal, parce qu'on va y venir après. Quand on a une maladie auto-immune, quand on a des traitements de type immunosuppresseur, on fait partie de la liste des maladies considérées par les autorités de santé à risque de forme grave. Donc oui, il y a en théorie un risque de faire des formes graves, mais aujourd'hui, dans les maladies auto-immunes et avec les traitements que vous avez, il n'y a pas de signal. Et la première grosse publication chinoise, de façon étonnante,
elle montre que les gens qui avaient de l'immunodépression, eh bien, ils étaient très peu nombreux et aucun d'eux n'a fait de forme grave. Donc, pour le moment, on est sur des notions de prudence et de théorie. Il n'y a pas de raison de penser que le risque est plus important de faire un Covid-19 et il n'y a pas d'élément pour penser qu'il y aura plus de formes graves. Alors, on voit déjà, là, on reçoit pas mal de questions autour des traitements. Donc, continuez à poser vos questions, mais on va aborder au fil du déroulé ces questions plus spécifiquement. Donc, René-Marc, est-ce qu'il y a des facteurs de risque aggravants quand on a une polyarthrite? Voilà, donc dans la Dans polyarthrite, dans l'APR, il y a des maladies associées, notamment. voilà, donc vous savez toutes et tous qu'il y a ce qu'on appelle les comorbidités. En général, au fil des ans, on n'a pas qu'une seule maladie, on va additionner plusieurs pathologies. On sait que l'âge, bien sûr, est certainement aujourd'hui le facteur le plus à risque, hein. Donc c'est vrai que quand on a plus de 80 ans, le risque de forme grave est plus important et surtout d'une forme grave dont l'évolution pourra être, je dirais, positive. Il y a des reportages sur des nonagénaires, mais quand même. Il y a l'obésité, il y a les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques. Bref, si on accumule plusieurs maladies, on est plus fragile, on est plus à risque de faire des formes sévères. Et si on attrape une forme sévère, on aura peut-être plus de difficultés à s'en sortir. Ok, parce que là, effectivement, les questions qui remontent, c'est si on a des nodules pulmonaires, si on a un poumon rhumatoïde, autour de ces questions spécifiques respiratoires. Alors, comme effectivement la gravité, c'est la pneumonie et le risque de détresse respiratoire, c'est vrai que dans la polyarthrite, vous savez que l'atteinte pulmonaire est très fréquente, elle est diversifiée, les nodules, les pneumonies, les alvéolites, et si on fait des examens systématiques, ça peut concerner 20, 30, 40% des personnes qui ont de la polyarthrite, mais il n'y a que quelques pourcents pour lesquels il y a des symptômes. Donc aujourd'hui, avec le professeur Philippe Dieudé, qui est en France notre spécialiste polyarthrite et poumons, là encore, on n'a pas de signal particulier. Si on a de la polyarthrite avec une atteinte pulmonaire connue, si on a une polyarthrite avec une atteinte pulmonaire inconnue, pour le moment, il n'y a pas de raison de penser qu'on est plus à risque de forme sévère. Il y a une question d'Hélène là qui vient et quid des vaccins pneumovax, etc. Donc là, c'est clair, certaines personnes en réanimation ne vont pas forcément décéder du Covid-19, mais en milieu de réanimation, il y a les bactéries qui nous entourent et il y a les pneumonies de surinfection. Ces pneumonies de surinfection, elles sont bactériennes. Donc, si vous êtes correctement vacciné contre le pneumocoque, vous bénéficiez déjà d'une certaine protection, mais c'est contre certains pneumocoques. Donc, c'est mieux d'être vacciné que de ne pas l'être. Maintenant, c'est clair, comme le pic, c'est 1, 2 semaines, on ne va pas se vacciner en ce moment. De toute façon, ça serait trop tard. Donc, ceux qui sont vaccinés, c'est plutôt mieux. Ok. Merci. Si on passe donc maintenant plus précisément sur les traitements, on va commencer par les traitements symptomatiques, notamment les antidouleurs qui concernent tout le monde finalement. Donc, les antidouleurs que l'on appelle le paracétamol, ce sont les traitements qui aujourd'hui seront probablement les plus indiqués dans cette période de pandémie. Il faut savoir qu'ils diminuent la fièvre, mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher de faire la fièvre si vous attrapez le Covid-19. Et par contre, on est très très prudent sur les antidouleurs dits opioïdes qui ressemblent à la morphine de près ou de loin, parce que si on est un petit peu âgé, ça peut ralentir les structures nerveuses de commande de la respiration. C'est très théorique, mais tout ce qui se rapproche de la morphine, ça ralentit quand même les fonctions respiratoires. Donc, il faut
à mon avis, éviter les antidouleurs très puissants, morphiniques. Et je vous rappelle que tout ce qui est codéine et tramadol, c'est une espèce de morphine. Donc, il faut rester simple sur le paracétamol jusqu'à 3 grammes par jour. C'est le traitement antidouleur recommandé aujourd'hui. Ok, et donc là, les questions affluent et ça tombe bien, on l'avait anticipé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc les INS. Alors, les anti-inflammatoires, la position est très claire. On a un signal d'alarme de forme grave chez certaines personnes qui ont pris des anti-inflammatoires au début de leurs symptômes. Parce que c'est vrai qu'en France, ce pays merveilleux, en vente libre, on peut prendre des anti-inflammatoires comme de l'ibuprofène. Ils sont vendus à faible dose, mais si vous en prenez un petit peu plus, vous avez un véritable anti-inflammatoire. Donc ça, c'est clair. Les anti-inflammatoires, de toute façon, tout le monde doit les éviter au long cours. Les anti-inflammatoires en courte durée, un jour par-ci par-là, ça n'est pas interdit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires si on pense qu'on commence une infection Covid. Si on commence à faire de la fièvre, si on commence à tousser, à ne plus sentir les odeurs, si on est essoufflé, eh bien, certainement, vous ne prenez pas d'anti-inflammatoires. Ok, donc à la suspicion des symptômes coronavirus, pas d'anti-inflammatoire. Voilà, ceux et celles qui prennent des anti-inflammatoires pour équilibrer leur douleur et leur traitement, il n'y a pas forcément de raison de les arrêter, mais si vous sentez qu'il y a des symptômes qui peuvent y ressembler, je vous conseille à ce moment-là d'arrêter. Et maintenant, la cortisone. Alors, la cortisone, donc c'est très clair. On sait qu'en moyenne, en France, une personne sur deux prend une petite dose de cortisone. Il n'est pas question de l'arrêter. Si on arrête brutalement la cortisone, c'est une hormone vitale. Si vous arrêtez la cortisone, si vous faites une infection et un stress, vous pouvez faire ce qu'on appelle un manque de cortisone aigu. Ça va être quelque chose médicalement difficile à rattraper, ça peut être grave. Donc, ceux et celles qui sont sous cortisone, vous continuez votre traitement stable avec la dose la plus petite efficace qui a été définie avec votre docteur. L'idéal, c'est d'avoir quand même des doses à moins de 10 mg par jour. Mais vous savez peut-être que quand on a des formes graves de détresse respiratoire aiguë, on utilise la cortisone. Donc la cortisone, c'est peut-être pas une bonne idée de la démarrer en ce moment, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un traitement en cours et qui vous permet de stabiliser votre polyarthrite, eh bien vous gardez votre cortisone stable. Alors, on a évidemment des questions qui affluent autour de ça. Sous cortisone, à quel degré fait-on de la fièvre? 37,8 ou 38? Donc, c'est une question un peu compliquée. Je te pose quand même la question là rapidement. Carole qui nous dit j'ai les symptômes du coronavirus qui commencent. Est-ce que je peux faire mon injection du Mira? Alors, quand on est en infection Covid et on peut aller à la suspicion d'infection Covid, la prudence et la logique, c'est de ne pas faire votre traitement biologique ni votre traitement de fond. Si vous avez des symptômes qui sont compatibles, voilà, la fièvre commence à monter, on ne sent plus, on tousse, on est essoufflé, il faut consulter. Il faut consulter d'une façon ou d'une autre, il faut prendre un avis médical. Et très clairement, le conseil, c'est de suspendre les traitements de fond, synthétiques ou biologiques. Par contre, vous gardez votre petite dose de cortisone. D'accord. Donc, traitement de fond, non, mais maintien de la cortisone. Voilà. Pour revenir sur les anti-inflammatoires, on a une question en fait autour du Flector. Est-ce que le Flector gel peut être maintenu Oui, alors là, ça me fait sourire parce que les anti-inflammatoires par voie locale, oui, ce sont des anti-inflammatoires, mais l'effet au niveau général est très, très, très faible. Donc, personnellement, c'est une question qui n'a jamais été posée, mais a priori, on peut continuer les gels et les applications locales.
Ok. Je reviens maintenant sur la question du vaccin. Tu disais, bon, si on l'a fait avant, c'est bien. Si on doit le faire maintenant, c'est pas le moment. Là, Kelly nous dit, j'ai fait mon premier vaccin pneumo il y a un mois, je dois faire le rappel. Est-ce que je le fais quand même? Donc, le rappel, il se fait volontiers en général 2 mois après. Donc, on a encore un petit peu le temps. Il faut savoir qu'on apprend tous les jours. Il y a des résultats scientifiques tous les jours. On en reparlera dans un mois. Je pense que la prudence et la sagesse, ça sera peut-être de le décaler un tout petit peu. Mais dans un mois, si tout se passe pas trop mal, je crois que rien ne s'opposera à faire le rappel comme convenu 2 mois après. Ok, bon, j'en profite parce que quelqu'un là nous dit, est-ce qu'on doit garder le confinement strict? Je pense que la réponse est simplement oui. Alors, le confinement, il est indiqué pour la diffusion générale de la pandémie. Vous êtes quand même, en fonction de l'âge, de votre poids, de la polyarthrite, des traitements, de la tension, des coronaires, vous êtes pour nombre d'entre vous des gens fragiles. Donc, c'est clair que le confinement est particulièrement recommandé. La seule exception qui se discute, c'est les professionnels de santé ou ceux qui sont des personnels à domicile. Donc, en fonction de la situation professionnelle, il y en a qui vont, entre guillemets, maintenir leurs activités et déplacements, mais pour la très, très, très grande majorité d'entre vous, le confinement, c'est une règle clé et une règle d'or actuellement à maintenir. Ok, merci beaucoup. On passe maintenant au traitement de fond synthétique. On va commencer par la salazopyrine. Donc, pour la salazopyrine, c'est un traitement qu'on utilise relativement peu aujourd'hui. Je rappelle qu'il est fabriqué à partir d'un espèce d'antibiotique et d'un espèce d'aspirine. La salazopyrine n'est pas considérée comme un immunomodulateur. Il n'y a aujourd'hui aucune raison de suspendre votre salazopyrine. C'est un traitement qu'on peut maintenir parfaitement. Ok, donc on reste sur la même directive, on garde le traitement de fond pour rester un peu solide, justement, au cas où le coronavirus passerait à proximité, d'être plus en capacité de faire face. Donc, pour le léflunomide, Alors, pour le léflunomide et le méthotrexate, qui sont les deux traitements vraiment de référence, et surtout le méthotrexate, aujourd'hui, avec les doses utilisées, ça n'est pas un traitement véritablement immunosuppresseur, il est plutôt immunomodulateur. Donc aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de signal connu. Donc, votre traitement, il faut le maintenir pour que votre maladie reste contrôlée. Et ça, c'est ce que vous ferez tant que vous n'attraperez pas le Covid-19. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous ne le ferez pas ou vous le ferez sans le savoir. Donc, le traitement, il est maintenu. Par contre, si vous démarrez l'infection Covid-19, là, la prudence aujourd'hui, ça sera de suspendre le traitement. Donc, le léflunomide, c'est tous les jours, on arrête. Le fétotrexate, c'est qu'une fois par semaine, on arrête. Et même si c'est dans le doute, il vaut mieux arrêter. Vous savez que suspendre votre traitement de fond 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en général, ça n'est pas associé à un rebond fréquent et rapide de la maladie. ok. Donc, on maintient le traitement tant qu'on n'a pas la malchance d'attraper Covid. Ok, on précise juste que une fois comme ça, parce que c'est nécessaire, ne pas faire son traitement pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas catastrophique, mais on Ouais. évite de faire ça régulièrement, quoi. On évite de faire ça régulièrement en espérant que la période Covid ne dure pas non plus trop longtemps, mais il y en a quand même pour quelques mois. Ok. Il y a eu une question notamment autour des prises de sang de surveillance, notamment pour le métaux. Est-ce qu'elles peuvent être espacées, ces prises de sang, ou est-ce qu'il faut maintenir le rythme habituel? Donc, il est vrai que dans les règles de confinement, il faut éviter de sortir. Il faut éviter aussi que les infirmières libérales ne viennent. Donc, il faut limiter effectivement à ce qui est nécessaire. Donc, sur une surveillance de traitement de fond comme le méthotrexate ou le léflunomide, si votre maladie, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, est plutôt bien équilibrée, en général, on demande une prise de sang en moyenne tous les 3 mois. On n'est donc pas à 15 jours, on n'est pas à un mois. Je pense que si votre prise de sang
eh bien, peut être différé parce que la dernière prise de sang était bonne, parce qu'en général, elles sont bonnes, eh bien, je pense que le plus sage, c'est de reporter le bilan à la fin du confinement. D'accord. Donc ça, c'est important. Ils peuvent espacer les bilans de surveillance. Voilà. Par Donc, contre, la dernière prise de sang, il n'y avait plus beaucoup de globules blancs où les transaminases, le foie n'était pas bon. Et bien là, bien évidemment, avec son médecin, on maintient son bilan sanguin, mais on est toujours dans la limitation des déplacements, que ce soit vous, que ce soit l'infirmière libérale. ok. Donc là, on arrive sur le gros sujet, entre guillemets. Que faut-il penser du Plaquenil? On a voilà, Marie qui nous dit, je suis sous Plaquenil, dois-je continuer? C'est évidemment toutes ces questions autour de ce sujet-là. Donc, le Plaquenil, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique que ce traitement prévienne la maladie. Autrement dit, on n'a aucune donnée pour imaginer que ça empêche d'attraper le Covid-19. Autrement dit, ceux qui ont leur traitement avec du Plaquenil, bien évidemment, ils vont le continuer. Ça n'est pas le Plaquenil, probablement, qui empêchera d'attraper Covid. Et les études scientifiques nous diront demain, mais pas avant 1 à 2 mois, à savoir si Covid permet de faire des Covid moins sévères. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les données scientifiques expérimentales disent ça pourrait permettre d'éliminer le virus plus vite. Ça pourrait peut-être permettre de ne pas faire de formes graves. Tout est au conditionnel. On a aujourd'hui 2 études chinoises contrôlées, mais avec des tout petits effectifs. Une qui est négative, 15 malades qui ont eu Plaquenil, 15 malades qui n'ont rien eu, il n'y a pas de différence. Et une étude chinoise, 31 malades qui ont eu Plaquenil, 31 malades qui ont eu le traitement standard, et qui montre que la fièvre disparaît un jour plus tôt et qu'on tousse un jour de moins. Donc, pour le moment, c'est une question bien sûr très, très importante, mais nous n'avons aucune preuve scientifique de l'efficacité de l'éviction des formes graves. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de polémiques en France, puisque à partir des études expérimentales, notamment du professeur Raoult à Marseille, on extrapole sur le fait que ça pourrait être bénéfique, mais ça reste à démontrer. Et il y a ceux qui mettent en avant les règles de prudence, car c'est un traitement qui n'est pas anodin. Il est parfois associé à des antiviraux qui ont une toxicité cardiaque. Et aujourd'hui, il y a peut-être plus d'effets secondaires que de bénéfices. Tout est au conditionnel. Il y a 10 études internationales sur le sujet. Donc la réponse officielle, c'est de participer et d'attendre la réponse des études officielles. Si j'ai du Plaquenil, je le garde. Si je n'en ai pas à ce stade, c'est une discussion qu'on a eue aujourd'hui avec 10 de mes collègues, eh bien, il n'est pas question de prendre du Plaquenil en prévention. Si vous faites le Covid demain, vous serez pris en charge dans les structures de vos villes de rapprochement. Il y a en général une dizaine de protocoles dans chaque ville. Et à ce moment-là, on vous proposera de participer à tel ou tel protocole. Et par exemple, pour le Plaquenil, il y a un protocole avec 1300 patients qui vont être inclus sur le mois d'avril. Donc, on vous proposera les protocoles et vous participerez au protocole. Ok, très bien. Une question, parce qu'on a beaucoup entendu dans les médias qui parlaient indifféremment de chloroquine et d'hydroxychloroquine. Si tu peux peut-être éclairer un peu ce sujet-là. Donc, l'hydroxychloroquine, le Plaquenil, c'est le médicament que les rhumatologues utilisent depuis des décennies parce que pour nous, il est au moins aussi efficace que la chloroquine et il est moins toxique au niveau des yeux dans le cadre des traitements au long cours pour les polyarthrites et les lupus. Donc, on n'utilise pas la chloroquine. La chloroquine est efficace contre le paludisme, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à soigner en France. L'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le paludisme. Les protocoles au niveau mondial
se font avec l'hydroxychloroquine à 400 ou 600 mg par jour. Donc, c'est l'hydroxychloroquine, c'est le Plaquenil qui est utilisé dans les protocoles aujourd'hui. Ok, donc pas de confusion, attention entre les deux. On va passer maintenant. Alors, Aux biothérapies. oui, absolument. Donc, les biologiques et les JAK inhibiteurs, parce qu'en plus, les questions montent aussi dans le chat autour de ça. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une initiation est envisageable alors qu'on est en pleine période de pandémie? Donc, la réponse clairement est oui. On pense que dans les facteurs de gravité, l'un des plus importants, c'est d'être malade, c'est-à-dire d'avoir une polyarthrite active. Si votre polyarthrite est en rémission, si elle est contrôlée, vous êtes plus malade, entre guillemets. Donc, la maladie doit être contrôlée. Autrement dit, quelqu'un qui commence aujourd'hui une polyarthrite rhumatoïde sévère, le risque, c'est d'avoir beaucoup de cortisone, trop, et c'est de laisser une maladie active, et on va attraper le virus dans 3 jours ou dans 8 jours. Donc aujourd'hui, de façon simple, nous maintenons les initiations de méthotrexate, de biothérapie, si nécessaire. Ok, donc ça soulève la question de l'accès aux rhumatologues, puisque c'est un peu compliqué en ce moment. Les consultations ont été annulées. Alors, beaucoup de rhumatologues maintiennent une activité par téléconsultation ou présentielle. Ils n'ont pas tous les jours une suspicion de polyarthrite débutante. Donc, sauf si on est peut-être au fin fond de la Lozère ou de la Creuse, mais on doit pouvoir obtenir un avis rhumatologique d'un rhumatologue libéral ou hospitalier malgré le confinement et la pandémie. D'accord. Donc là, la question là, évidemment, autour de tous ces traitements-là, c'est on les maintient, on réduit, on arrête. A priori, le message que tu envoies, c'est on ne change rien. Donc, quand on est équilibré, on maintient son traitement jusqu'à la possibilité d'être infecté, mais on arrêtera son traitement de fond et pas sa cortisone que si on est sur une infection qui débute. Sinon, on maintient le traitement. Si vous l'arrêtez, si vous le diminuez, vous prenez le risque de faire une rechute. Et la rechute, pour nous, serait probablement un facteur de risque de forme plus grave. Je parle bien sûr au conditionnel parce que nous n'avons aucune étude spécifique, mais c'est clair, une polyarthrite en poussée, si on attrape le Covid, ça sera à mon avis pas une bonne idée. Ok. Donc, ça pose la question donc du suivi de traitement, du maintien de traitement. On s'est posé la question, on en a discuté du passage de l'IV à la sous-cute. On a, par exemple, là, un témoignage d'Elisabeth qui nous dit « Puis-je injecter en sous-cutanée mon traitement quand je ne l'ai jamais fait car j'étais sous perfusion à l'hôpital ou faut-il que j'apprenne à le faire avec une infirmière ?» Donc, effectivement, comme il faut obtenir un confinement optimal, on peut réduire certains déplacements et beaucoup de centres hospitaliers proposent à leurs patients traités notamment par tocilizumab, abatacept, de passer à la voie sous-cutanée. Donc, c'est une bonne idée. En principe, on obtient le même contrôle de la maladie, mais comme le but, c'est de réduire les contacts, l'idée, c'est de le proposer aux gens qui vont eux-mêmes faire leurs injections. En principe, c'est très simple. Ça peut être appris et montré en une fois par le pharmacien, par le médecin de famille, par une infirmière. Mais quelqu'un qui dit « moi, je ne ferai pas mes injections moi-même », si c'est pour faire venir l'infirmière toutes les semaines, ce n'est pas une bonne idée. Autant garder sa petite perfusion tous les mois à l'hôpital. Ok, donc ta reco, c'est de passer à la sous-cute si on est à l'aise avec l'auto-injection ou si on a déjà une expérience, notamment avec le méthotrexate, par exemple, Oui. où on est donc à l'aise avec le geste. Voilà. Alors pour les biothérapies, parce qu'on n'a pas sélectionné la question, il faut savoir que les biothérapies sur le plan intellectuel, elles seraient plutôt bénéfiques. Autrement dit, en théorie pure, mais méfions-nous quand même de la théorie, les anti-TNF-alpha,
Les anti-interleukine 6, vous le savez pour certains et certaines, ils sont même utilisés dans le traitement des formes graves. Là encore, nous sommes dans des protocoles. Ce sont les formes graves de détresse respiratoire aiguë. Donc, aujourd'hui, si je vais bien, je n'arrête pas mes traitements, je les poursuis. Mais vous gardez en mémoire que non seulement ils pourraient ne pas être défavorables, négatifs, puisqu'ils sont utilisés dans les formes graves. Mais attention, beaucoup de conditionnels. Je dis ça aussi si ça peut un petit peu vous rassurer. Si ça se trouve, on va sauver des vies en donnant des biothérapies à ces malades. Ok. Donc là, on a pas mal de questions qui arrivent avec traitement sous anti-TNF. Est-ce que ça peut limiter l'inflammation en cas de Covid? Est-ce que je peux reprendre mon traitement que j'avais arrêté il y a une semaine? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions autour du maintien de traitement. C'est le message que tu donnes depuis le début. Le traitement de fond, que ce soit le biologique ou un synthétique, ou un JAK inhibiteur, on le maintient, on maintient la prescription qui a été faite par le rhumatologue. Tant qu'il n'y a pas de signe d'alerte autour du coronavirus, on maintient son traitement de fond pour cadrer sa maladie au mieux. Voilà, dans l'état actuel des choses, on pense qu'il est plus préjudiciable d'arrêter préventivement ces traitements, risquer une rechute pour des traitements dont on n'a pas aujourd'hui de signal d'association à plus de formes graves de Covid. Alors, on a un retour de Brigitte qui nous dit, par exemple, le CHU a annulé mon rendez-vous pour une perfusion pour garder des lits pour d'éventuels malades Covid. J'ai un traitement toutes les 8 semaines. Rien ne m'a été proposé en sous-cutané. Donc, voilà, tous les traitements ne sont pas disponibles en sous-cutané. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Brigitte? De prendre contact avec son rhumatologue pour voir comment elle gère l'intermédiaire? Donc, absolument. Si c'est un traitement dont la voie sous-cutanée existe, je pense que la logique, c'est de discuter ensemble de la possibilité de garder son traitement par voie sous-cutanée. Si c'est l'infliximab, puisque c'est le seul, d'abord, il n'y a pas d'hospitalisation pour les traitements de la polyarthrite rhumatoïde, ce sont des hôpitaux de jour, et les hôpitaux de jour, en principe, dans tous les hôpitaux, continuent à fonctionner. Il n'y a pas de réquisition de lit, puisqu'il n'y a pas de lit. Ce sont des fauteuils, mais ça, ce sont bons. Donc, si c'est par exemple l'infliximab avec une perfusion toutes les 8 semaines, c'est vrai que là, la forme sous-cutanée n'est pas encore commercialisée en France. Si les gens vont bien, mais ça se discute, on peut imaginer qu'une perfusion tous les 2 mois, on va peut-être attendre encore un mois, on va se décaler, puisqu'on sait que certaines personnes, ça peut aller. C'est aussi le cas du rituximab. Il n'y a pas de sous-cutané. C'est une perfusion tous les 6 mois, 12 mois. Donc ça, bien sûr, on prend contact avec son rhumatologue. Comme c'est à l'hôpital, ils sont tous accessibles. D'accord. Ok, donc contacter son rhumato et faire le point pour Voilà. son propre sujet. On a un retour là d'une infirmière en psychiatrie qui a une polyarthrite, qui est sous traitement, Cynthia Imet, et qui nous dit, moi, je voudrais bien être en confinement puisque vous dites que c'est la règle d'or. Comment ça se passe, professionnel de santé? Alors, à l'exception des professionnels de santé, l'assurance maladie a établi une liste de pathologies considérées comme associées à un risque de forme sévère, et il y a l'immunodépression avec les maladies auto-immunes et les biothérapies. Si vous êtes un salarié lambda, vous avez le droit de vous autodéclarer sur Amélie et de vous mettre en confinement immédiat impératif. Mais ça n'est pas valable pour la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire qu'en fonction de votre activité professionnelle, si vous êtes soignant, eh bien ça se discute avec la médecine du travail. La médecine du travail et la Société française de médecine du travail vient d'établir des directives pour établir le niveau de risque, et on a stadifié en 4 niveaux les lignes de front. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Donc, en fonction de votre situation géographique, en fonction de votre profession, infirmière, aide-soignante, ASH, médecin,
en fonction de l'état de la santé et en fonction de votre personne globale, votre sexe, votre âge, votre poids, vous fumez, enfin, tout ce qui tourne, les médecins du travail évaluent et effectivement vont vous mettre plus ou moins en retrait jusqu'à éventuellement le confinement. Mais pour les professionnels de santé, c'est quelque chose qui, dans la fonction publique, se discute, parce que vous imaginez bien que si on applique les directives de l'assurance maladie, eh bien, vous n'aurez plus personne dans les hôpitaux. Parce qu'on va retirer tous ceux qui sont en surpoids, tous les diabétiques, tous ceux qui ont un problème pulmonaire, tous ceux qui ont un problème cardiaque, tous ceux qui ont fait un cancer, tous ceux qui ont une maladie auto-immune. Enfin, il va rester que le professeur Flippo, et encore parce qu'il est atteint la limite d'âge. Et si vous venez aux urgences, vous n'êtes pas sauvé. Donc là, le conseil, c'est discussion quand même au cas par cas et médecine du travail, puisque effectivement, pour la fonction publique hospitalière, ça se discute, mais ça se discute aussi dans d'autres professions, les chauffeurs routiers, enfin tous ceux qui font vivre le pays actuellement. Oui, oui, oui. Donc, on évitera les petits mots qui disent aux professionnels de santé d'aller vivre ailleurs hein, pour éviter d'amener le risque proche des gens. Et on les remercie de maintenir leur activité. On a des questions là peut-être d'ordre plus général, c'est-à-dire est-ce que le port du masque est recommandé quand on est obligé de sortir pour faire ses courses notamment et comment ça se passe si on doit avoir une sous-cut en faisant appel à une infirmière. Est-ce que le risque pris en faisant rentrer l'infirmière chez soi en vaut la peine? Donc, c'est ce qu'on a déjà un petit peu discuté sur la limitation des contacts en fonction de la nécessité. Hein. On regarde la pertinence pour limiter effectivement les interactions. Et pour les gestes barrières, ils s'imposent à tout le monde et encore plus à vous, qui êtes quand même, je le répète, en théorie considéré comme sujet à risque, donc à vous et à ceux qui vous entourent. Donc c'est clair que les gestes barrières de distance, bon, bien sûr l'infirmière, si elle doit vous piquer, ben forcément elle s'approchera de vous, mais il y aura le chat avant, le chat après, il y aura le temps de contact le plus court, il y aura les gants, tous les deux ont un masque, etc. Enfin, bien évidemment, les gestes barrières, chez vous, c'est encore plus important. Ok. Est-ce que tu peux, là je reviens au traitement, nous faire un petit point sur l'association méthotrexate biologique, enfin combo versus monothérapie, entre les deux manqueurs balance? Voilà, pour le moment, il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait plus de risques du méthotrexate en monothérapie au méthotrexate associé à une biothérapie ou une biothérapie en monothérapie. On n'en sait absolument rien. Pour le moment, le fait que dans les études, il n'y ait quasiment pas de maladies inflammatoires aurait plutôt tendance à nous rassurer. Hein. On considère que les maladies auto-immunes, c'est 1 à 2% de la population, si on met le psoriasis, la maladie de Crohn, etc. Et quand on regarde la publication des Chinois, ça n'est que 0,2% de la cohorte. Donc, normalement, il y aurait dû y avoir 1 à 2%. Il n'y en a que 0,2%. Et il y a 0 cas grave. Donc, bien sûr, mon but n'est pas non plus de vous rassurer à outrance, mais rien ne dit que cette maladie et ces traitements soient associés à un surrisque. Mais il faut rester prudent. Donc, on est prudent, on observe les gestes barrières, on continue à se soigner et on se dit qu'après tout, ça ne sera peut-être pas la maladie la plus grave et les traitements les plus délétères. Mais bon, ça, on en reparlera dans quelques mois. Donc, la grande question maintenant, je suis infectée du Covid, je fais quoi? Eh bien, comme tout le monde. Donc, si vous avez des symptômes de suspicion de Covid, vous suspendez votre traitement de fond, mais quand on a une piqûre toutes les semaines, voilà, on suspend son traitement de fond, méthotrexate et ou biologique. On n'arrête pas sa cortisone au long cours parce qu'il y a un risque de manque de cortisone aigu. Et bien évidemment, vous allez contacter le 15, vous allez contacter votre médecin, vous allez prendre un avis médical. Et comme vous avez la polyarthrite avec les traitements, vous serez d'emblée
dans la catégorie des gens à risque, donc vous serez d'emblée pris en charge comme sujet fragile. Donc vous serez, entre guillemets, un peu prioritaire, vous serez prioritaire sur la prise en charge et les dépistages. D'accord. Et je crois que tu avais un message autour de la déclaration, par contre, des personnes qui ont Voilà. notamment une polyarthrite ou une autre maladie auto-immune en rhumato et qui pourraient faire grandir la notion de connaissance autour de la maladie. Et... Voilà, donc comme vous pouvez l'imaginer, comme Covid-19, les épidémiologistes nous disent que ce sera 70 à 80% des Français, il n'y aura pas de maladie à déclaration obligatoire. Mais vous avez bien compris que nous n'avions aucune étude scientifique sur les rhumatismes inflammatoires et les biothérapies, ce qui par certains côtés nous rassure, mais il y a de nombreuses études en cours et au niveau national, il y a des regroupements de l'INSERM, de la Société française de rhumatologie, de la filière des maladies auto-immunes pour recueillir le maximum d'informations sur toute personne ayant une maladie auto-immune, des biothérapies et qui attrape le Covid. Donc, si vous attrapez le Covid, même s'il n'est pas grave, je vous invite à le dire à votre médecin, à votre rhumatologue, parce que le médecin de famille, il n'a pas que ça à gérer. Mais globalement, si vous attrapez le Covid, vous le dites à votre rhumatologue et nous, de notre côté, on essaye de les interpeller pour qu'ils remontent les cas pour qu'on puisse avoir, je dirais, des informations. Est-ce que c'est fréquent, pas fréquent, grave, pas grave? Donc, tous ceux qui auront la malchance de passer à l'hôpital, en principe, il y a des recueils d'observation, mais la plupart d'entre vous, vous avez peut-être d'ailleurs déjà fait le Covid parce que vous avez fait un peu de fièvre et vous avez toussé pendant 3 jours. Eh bien, globalement, il faudra le dire. Alors, pour ceux qui seront dans les Hauts-de-France, il y aura une étude, on vous téléphonera. Voilà, on vous demandera si vous avez fait Covid, pas Covid, comment ça s'est passé. Donc, il y aura des études. Et comme on parle d'études, donc avec Sonia et Landard, on vous proposera dans une dizaine de jours une étude, non pas pour savoir ce qui s'est passé avec le Covid, mais pour savoir comment vous vivez ce confinement imposé. Donc, il y aura une étude par un petit questionnaire qui fait 7 minutes. On répond oui, non. Donc, il est actuellement testé par une dizaine d'entre vous. Et donc, soyez très attentifs. Consultez le site de Landard tous les jours parce que vous avez des informations quotidiennes. Consultez le site de Landard tous les jours et on vous proposera un petit questionnaire pour vous demander comment vous avez vécu ce confinement en termes d'isolement, en termes de renfermement. Et on a besoin, bien sûr, d'avoir des données sur les poussées de la maladie, s'il y a des morts, mais aussi de savoir comment ça se vit quand on a une maladie chronique. On ne voit plus son docteur, on ne voit plus son pauvre rhumatologue, on ne voit plus son infirmière. Bref, donc on compte sur vous pour participer à cette étude qui sera en ligne à partir du site de Landard dans 8 à 10 jours. Très bien. Je reviens un peu en arrière sur ce document-là que tu recommandais autour Donc justement de voilà, l'information. d'abord sur Landard, hein, sur le site de Landard, sur le site de la Société française. Vous avez toute une série de documents concernant les gestes barrières, concernant les mesures de précaution. Elles sont très semblables en fonction des maladies, entre ceux qui ont de la maladie de Crohn, ceux qui ont de la sclérose en plaques. Donc je pense qu'il faut clairement insister sur le sérieux du confinement, tout ce qui peut être fait pour limiter les échanges à condition de ne pas avoir de prise de risque sur le maintien du contrôle de votre maladie et de la surveillance des traitements. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19 qu'il faut arrêter de soigner les maladies. Donc, il faut continuer à être soigné normalement. Les rhumatologues ont une certaine disponibilité. Ceux qui continuent à travailler disent qu'ils ont 2 à 3 fois moins de malades. Les médecins généralistes disent qu'ils ont 2 à 3 fois moins de malades. Donc, tout le monde ne s'est pas mis en retrait. Il reste nombre de praticiens en exercice, libéraux ou sur vos hôpitaux de référencement. Donc, il faut continuer à être soigné et on pense que le maintien de votre maladie en rémission ou en faible activité,
c'est certainement le meilleur moyen pour nous d'imaginer de ne pas faire de forme grave. Ok, parfait. Bon, donc à retenir, les infos évoluent et surtout maintien des traitements. Tant qu'il n'y a pas de signes particuliers, on ne change rien. Et en cas de doute, on contacte son rhumato qui est encore accessible au moins par mail. Voilà, s'il y a un problème et on déclare si on a un coronavirus, on en parle à son rhumato pour qu'il puisse faire remonter et tracer justement cette expérience-là. Voilà. Là, on va être dans des études que l'on va faire ensemble, puisqu'on est tous logés à la même enseigne par rapport au virus. Que l'on soit rhumatologue ou rhumatisant, on est tous dans les mêmes incertitudes, dans les mêmes interrogations. Les réponses, on les apportera ensemble. C'est vrai que les médias ont un poids majeur pour générer des inquiétudes, des faux espoirs, mais peut-être pas que, hein. Donc, pour conclure quand même sur cette hyper-médiatisation de ce célèbre professeur Raoult, qui effectivement, sur le plan scientifique, a au moins 4 fois plus de publications que le professeur Flippo, il est clair qu'il y a des choses intéressantes, mais retenez qu'elles sont à l'étude. Donc, il faut laisser le temps aux études. Elles existent quasiment partout en France. Donc, il n'est pas question de tous se mettre sous Plaquenil. Gardez votre traitement et quand vous ferez, parce que ça arrivera, le Covid-19, on vous proposera de participer à des études et à ce moment-là, on le fera intelligemment. Merci infiniment René-Marc d'avoir fait ce tour d'horizon très très large et en même temps très précis et d'avoir répondu à plein de questions en direct. Donc, merci beaucoup de t'être rendu disponible. On sait que c'est pas évident, que tu es très sollicité. Donc, merci encore. Je te souhaite une bonne soirée et tout le monde. Merci à vous et attention à ne pas vous laisser hypnotiser. Donc, une pluie de remerciements dans le chat pour toi.